Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Carrefour? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Donc ici, nous avons une demande spéciale d'un de nos abonnés Top Premium. Donc, ici, c'est une entreprise également qu'on a déjà eu à étudier dans le passé. Donc, la vidéo ici date d'il y a 10 mois à cette période-là. Total, excusez-moi, Carrefour s'est changé aux alentours de 19,28 € et je pensais qu'elle était correctement évaluée. Donc, 10 mois plus tard, on est plutôt au même niveau. Ici, on n'a pas trop bougé entre-temps. Donc, on peut regarder la fluctuation du prix de l'action ici. Voilà, c'est plutôt au niveau là même. On est descendu à 14 $ ici par là. Et vous vous souvenez que sur la vidéo précédente, j'avais un prix d'acquisition aux alentours de 13 € par là. Donc, 14, 13 €, c'est à peu près la même chose. OK? Donc, maintenant, on va essayer de faire une évaluation ici par rapport aux éléments financiers qu'on a après l'année fiscale 2022. OK? Donc, on sait que l'année fiscale 2022, est-ce que ça a été une année bénéfique pour ce genre de compagnie ici? On va aller regarder ça directement. Donc, moi, je me fie aux éléments financiers ici. Ça veut dire que si revenu est décroissant, si marges sont décroissantes, on lit les rapports financiers parce que toutes les informations nécessaires à cette variation-là sont dans ces rapports financiers que vous pouvez retrouver sur le site web de la compagnie. OK? So, on va directement. En termes de revenus, qu'est-ce qu'on a ici? Donc, on respecte toujours le plan qui est le suivant. On recherche toujours la croissance, le revenu, le free cash flow, etc. Donc, premièrement, le revenu on va regarder le revenu ici. Donc, au niveau du revenu ici, on a plutôt une stable. Qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on a une stabilité des revenus? Donc, on regarde ça ici. On a des revenus qui sont à peu près croissants par rapport à ce qu'on a connu sur les 4 dernières années, d'accord? Donc, c'est plus élevé que ce qu'on a connu sur je dirais même les 4 dernières années, excluant l'année actuelle, d'accord? Donc, quand on prend ici la variation ici en yearly, donc on va mettre ça ici, annuellement, vous voyez que ce n'est pas une entreprise qui est en croissance. C'est plutôt une entreprise ici qui arrive à se maintenir, c'est stable. C'est bien d'avoir une certaine croissance des revenus, mais je vous ai toujours dit que ça ne veut rien dire si vous ne savez pas pourquoi est-ce qu'on a cette croissance-là. Est-ce qu'on a fait des acquisitions? Est-ce que c'est parce que voilà, les volumes ont augmenté? Est-ce que c'est parce qu'on a augmenté les prix? Donc ici, déjà, il y a eu une acquisition en 2020, au courant de cette année-là. Donc, il y a déjà eu un effet. Il y a un effet ici, il y a une variation ici qui doit être. Il y a un impact ici au niveau du revenu qui est peut-être dû à l'acquisition qu'elle a effectuée. Je pense que c'était une acquisition au niveau du Brésil par là, si je ne me trompe pas. Donc, en supplément de ça, c'est bien la croissance. Est-ce que la marge brute a suivi? La marge brute ici doit à peu près être stable. C'est ce qu'on recherche. On a une marge brute décroissante. Pourquoi? Et la marge brute est décroissante à peu près depuis 2015. Pourquoi est-ce que les marges brutes sont décroissantes? D'accord? On peut également prendre en considération les marges EBITDA. D'accord? Donc, afin d'essayer de voir à peu près, même si les marges brutes sont décroissantes, est-ce que l'entreprise, parce qu'elle génère des revenus supplémentaires, est-ce qu'elle arrive à maintenir ses marges EBITDA? OK? Donc, ça veut dire que l'entreprise va peut-être être de plus en plus efficiente. Donc, est-ce que c'est le cas? On vérifie. On voit ici que, bon, la chute les marges EBITDA diminuent, mais ce n'est pas aussi prononcé que les marges brutes. On pourrait même se dire qu'on a plutôt une stabilité des marges EBITDA ici, pour dire la vérité. Donc, au niveau ici de la gestion de l'entreprise, je pense que le management fait un bon boulot au niveau de la réduction des coûts, bien du maintien des coûts. C'est une bonne chose, surtout en période d'inflation. Mais maintenant, attention, quand on parle de période d'inflation, est-ce qu'on ne va pas augmenter les salaires au niveau du prix? Comment est-ce que ça va se passer? Parce qu'il faut au moins pouvoir augmenter les prix pour pouvoir couvrir les charges d'exploitation. OK? Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire à ces niveaux-là? Donc, voilà des questions que vous devez vous poser dans les rapports financiers. OK? Donc, maintenant, on regarde ici en termes de net income. Je compare les net income et les free cash flow. Et je vous ai dit ici que pour les compagnies européennes, c'est sûr et certain, je prends d'abord les net income, tout simplement parce que les free cash flow ne racontent pas ne donnent pas la véritable information. Parce qu'à partir de 2018, par là, vous allez voir qu'il y aura un impact lié au loyer. Donc, quand on compare les free cash flow et les net income, ici, vous voyez qu'à 2018, on a quelque chose d'assez prononcé. Donc, on a les free cash flow qui sont plus élevés que les net income à partir de 2018. Le plus important sont les free cash flow, mais essentiellement, également, on essaie de regarder pourquoi est-ce que les free cash flow sont différents des net income. Il faut le lire dans les rapports financiers ici. Et parfois, les free cash flow, il faut les ajuster en enlevant les loyers. OK? Donc, moi, je prends ici en considération les net income. Mais déjà, on peut voir ici que, bon, c'est pas un business facile. C'est vraiment pas un business facile. OK? Mais elle arrive à peu près à se maintenir. Donc, c'est-à-dire que ce n'est pas une entreprise sur laquelle on va payer des multiples très, très élevés. Donc, quand je prends les net income ici en termes de pourcentage, donc net income ici en termes de marge, donc annuellement, je les mets là, je ferme ça, je mets ça à la médiane. Voilà. OK. Donc, qu'est-ce que j'obtiens ici en termes de net income ici? Donc, je vois ça. On est à peu près aux alentours sur les 20 dernières années, on a à peu près 1,49% sur les 20 dernières années. Attention, il ne faut pas oublier qu'il y a eu un impact ici
très négatif par rapport à ces deux variations-ci, alors qu'elle n'a pas perdu d'argent ces périodes-là. Si vous prenez en considération aussi les free cash flow à ces périodes-là, vous allez voir ici qu'au niveau des free cash flow, en termes de volume, elle n'a pas perdu d'argent. Regardez, c'est positif ici. Donc, quand je dis c'est positif, voilà, je veux juste vous montrer ça comme ça. Donc, on n'a pas perdu d'argent. Pourtant, ici, on a marqué qu'on a perdu de l'argent. Ça doit être une charge exceptionnelle qu'on a pris ici. Donc, normalement, on n'aurait pas dû avoir un impact ici. D'accord? Donc, il faut vraiment ajuster cette somme-ci. Donc, si on prend ceci et qu'on regarde ça sur toute la période, d'accord? On va se dire ici que voilà une entreprise à peu près qui va avoir des marges aux alentours de 1,64. Plus ou moins 1,64, d'accord? Donc 1,64%, c'est ce que j'aurais pris ici. Parce que normalement, si je regarde sur les 5 dernières années, ça va me donner quelque chose de 1,45. Sur les 3 dernières années, je resterai à 1,45. Donc, je préfère prendre 1,64 ici parce que je sais qu'en termes de free cash flow, les free cash flow seront légèrement supérieurs au net income. Et je vais vous montrer tantôt pourquoi. OK? Donc, je vais d'abord marquer les informations ici. 1,64. OK. Maintenant, en termes de revenus, il faut regarder les analystes s'attendent à quoi. Donc, les analystes ici, on regarde les revenus ici, donc pour les 12 prochains mois. Donc, ici, on s'attend à peu près à quelque chose aux alentours de combien? Genre 86 milliards 200. D'accord? Je vais mettre ici 86,2. Également, il faut regarder la croissance, la pente ici. Est-ce que les analystes seront de plus en plus optimistes dans le futur? Ça veut dire qu'ils s'attendent à ce que les revenus soient de plus en plus élevés. Prenons en année N+3, donc d'ici 2026, on s'attend à avoir à peu près des revenus aux alentours de 93 milliards. Donc, on va s'attendre à une certaine croissance. OK? Donc, si vous prenez par exemple ici 93, divisé ici par 86, OK? Exposant 3, donc 3 années ici de croissance, on aura combien? On aura à peu près aux alentours de combien? 2,61%. Donc on s'attend au moins à avoir une certaine croissance aux alentours de 2% par là. Est-ce que ça coïncide avec la croissance qu'on avait précédemment? Ce sont des questions qu'on doit également se poser. Ça, c'est la croissance passée, hein? Mais ça peut vous donner une idée générale par rapport à comment est-ce que se comporte l'entreprise. Sur les 10 dernières années, on a une croissance de 0,76%. Sur les 5 dernières années à peu près, on a une croissance de combien? 0,74%. Sur les 3 dernières années, on a une croissance de combien? 3,89%. Sur les 2 dernières années, on a une croissance de combien? 7,73%. Donc, par rapport aux 3 dernières années, on a une croissance qui est de plus en plus élevée. Mais attention, voilà. Si on compare ça par rapport aux 10 dernières années, on est plutôt sur un maintien. OK? Elle se maintient. OK? Est-ce que cette croissance-là est plus élevée que l'inflation? C'est aussi la question que vous devez vous poser. L'inflation moyenne sur toute cette période-ci. Parce que si ce n'est pas le cas, c'est-à-dire qu'à la fin de la journée, on n'a pas réellement un pricing power ici. OK? Donc, de toutes les façons, dans ce genre de business, il faut que le marché, l'entreprise soit efficiente. D'accord? La taille également est un avantage dans le sens où vous pouvez acheter à crédit, vendre avant de rembourser le fournisseur. C'est pour ça que vous allez remarquer que la plupart du temps, les networking par capital, donc le besoin en fonds de roulement ici, donc le networking capital sera généralement négatif pour ce genre de compagnie-ci. C'est normal. Parce elle a la capacité, c'est un avantage concurrentiel dans le segment ici de la vente au détail. Vous allez voir que pour Amazon, c'est très prononcé. Pour Walmart, c'est très prononcé. Costco, je ne sais pas, mais ça ne m'étonnerait pas que ce soit le cas. Donc, ça dit qu'elle a la capacité d'acheter à crédit et de rembourser sur les 90 prochains jours ici. D'accord? Donc, elle est à peu près solvable auprès de ses clients. Parce qu'ici, c'est le volume qui prime. OK? Donc, une fois qu'on a à peu près de ces informations-là, je vous ai dit qu'on va aller regarder les cash flows ici, les free cash flows ici. Pourquoi est-ce que je pense que les free cash flows sont plus élevés? Regardez ceci. Voilà, les free cash flows ici, vous prenez en considération la variation ici, vous prenez ceci, regardez. Le bénéfice net, regardez, ça, c'est revenu opérationnel. Ça, c'est résultat net avant impôt. Donc, on va juste résumer ça ici. Résultat net avant impôt. Donc, il faut encore enlever les impôts dessus. Quand vous enlevez les impôts dessus, on va se retrouver à quelque chose en tout de 1 milliard, voilà, quelque chose 1 milliard 500 par là. OK? Donc, le free cash flow, généralement, est impacté positivement si la dotation aux amortissements est moins élevée. La dépense en capital est moins élevée que la dotation aux amortissements. Or, la dotation aux amortissements ici, c'est 2 milliards 236. Donc, on a provisionné 2 milliards 236 qui est une charge non financière. On a provisionné ce montant-là au niveau de la partie opérationnelle du bilan afin de pouvoir payer la dépense en capital. Or, on se rend compte que la dépense en capital ici est 1 milliard 800. Donc, quand on regarde bien, on a à peu près 300 millions qui se baladent quelque part. Ici, on a provisionné 2 milliards 100 et là, on a plutôt dépensé 1 milliard 500. Donc, on a à peu près aux alentours de 500 millions qui se baladent quelque part. Je ne cherche pas la précision, d'accord? Donc, vous voyez qu'ici, que les free cash flow ont au moins aux alentours de 200, 300 millions par là en supplément par rapport au net income. Donc, c'est pour ça que je me dis que ici, les free cash flow sont plus élevés que les net income. Évidemment, vous allez prendre en considération le besoin en fin de roulement, etc. Mais voilà. Je vous explique pourquoi. Maintenant, en termes de dette, la dette également, il faut qu'on en parle parce que la dette ici, c'est la dette à long terme
d'accord, plus la dette à court terme. Donc ici, dette à court terme au niveau de passif courant, ici, déjà la dette à long terme, c'est 6 milliards 900, ok? Si on prend 6 milliards 900 ici, 6 milliards 6,9, ok? Plus la dette à court terme. La dette à court terme ici, je ne prends pas la dette fiscale, je prends celle-ci. Dette financière, 2 milliards 600, d'accord? Donc plus 2 milliards 600, plus 2,6, ça nous donne ici au total 9 milliards 500. 9 milliards 500 maintenant, moins la dette nette ici, moins le cash net. Donc le cash ici, c'est combien? Près de 5 milliards. Mais faites attention, il faut qu'on précise une chose. Il y a d'autres éléments qu'on pourrait faire entrer ici au niveau de la dette. D'accord, j'ai essentiellement considéré la dette ici, mais il y a des éléments, par exemple, sur lesquels j'aimerais bien fouiller. Attention, quand vous voyez 14.2, ça veut dire qu'on va lire la note 14.2. Quand vous voyez 8.2, on va lire la note 8.2. Par exemple, ici, déjà, les loyers, je ne les prends pas. Mais maintenant, les provisions, c'est quoi? Pourquoi est-ce qu'on prend des provisions ici? La provision ici, est-ce que je peux voir, je vais essayer de voir quel est le terme qu'elle utilise comme définition de la provision, parce que ça peut également être une dette ici. Donc, la dette fiscale ici, bon, voilà, on peut la laisser de côté. Impôts différés, etc., ça va. Donc, autre passif courant, ça veut dire quoi? 6.4. La note 6.4 est intéressante. De toutes les façons, vous savez que sur cette chaîne-ci, si vous êtes là depuis longtemps, vous savez que nous, on se fie essentiellement aux rapports financiers. OK? Donc, on les décortique un tout petit peu. J'essaie de vous envoyer à peu près, de vous aider à peu près où est-ce que vous devez aller, qu'est-ce que vous devez aller regarder quand vous allez lire ces différents éléments-là. Les petits 1, les astérix, etc. La note 6.4 est intéressante, d'accord? Donc, allez-y lire la note 6.4 dans les rapports financiers, d'accord? Si je clique ici, par exemple, si je cherche ici note 6.4, par exemple, contrôle, note, ok, est-ce qu'on a l'information? Note 6, d'accord, on va aller dessus. Note 6, on cherche la note 6.4, donc note 6.4, on va voir, note 6.4, note 6.4, note 6.4, bon, bref. De toutes les façons, ce que je veux dire ici, c'est que si on cherche la note 6.4, vous pouvez voir ici. Donc, on va juste mettre ça en dézoom un tout petit peu. Voilà, ça va être plus rapide comme ça. C'est tout petit, mais ne vous inquiétez pas, je vais l'agrandir. Donc là, on est à la note 14. Je monte un tout petit peu. Encore. On va arriver à la note 6.4. Là, on est à 7. Là, on est à 6.4.6. Donc, c'est le sixième volet de la note 6.4. Donc, on veut voir la note 6.4. Qu'est-ce que ça dit? Voilà, on est à la note 6.4. Donc, 6.4 ici, qu'est-ce que ça dit? La note 6.4 raconte quoi? Alors, on va ici, 6.4, 6.4, 6.4. Alors, où est-ce qu'elle est, la note 6.4? Voilà, elle est ici. 6.4. Besoin en fonds de roulement. On vous explique pourquoi est-ce que on a mis 6.4 sur les différents éléments plutôt en haut. Donc, ici, vous devez vous fier à cette note-ci pour tout ce qui concerne la dette, la variation de la dette, etc. En partie, bien sûr. OK? Donc, maintenant, on revient au niveau des chiffres ici pour vous dire qu'OK, en date d'aujourd'hui, la dette que Coifin va nous donner sera une dette qui ne représente pas la véritable rentabilité, le véritable niveau d'endettement de cette compagnie ici. On me mentionne 13 milliards 800. OK, je vais mettre 13 milliards 800, mais je ne vais pas l'utiliser ici et vous allez voir pourquoi. 13 milliards 800, 13,8. OK? Donc maintenant, en termes de nombre d'actions, est-ce que nous avons Voilà, encore une fois, le nombre d'actions, vous pouvez le vérifier au niveau des rapports financiers ici, mais je vais prendre ce que Coifin me donne comme information. On a 7 milliards... non, excusez-moi, 736,87. Je vais mettre 737 millions. OK? Ça ne va pas changer grand-chose. 737 millions. Excusez-moi, non, c'est ici que je dois mettre ça. 737 millions. OK? Donc, en termes de PER moyen ici, le PER moyen ici de cette compagnie ici, j'ai regardé la dernière vidéo et je me suis rendu compte que j'avais pris 20 fois les bénéfices. Non, 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 non. Ce genre d'entreprise, si je ne paierais pas plus de 15 fois les bénéfices, pourquoi est-ce que j'ai pris 20 fois les bénéfices? Je ne devais pas avoir bien mangé ce jour-là. Donc, de toutes les façons, ça n'a pas changé grand-chose au niveau de notre calcul ici. Surtout que je sais que ce sont des entreprises ici qui ont des marges de 1,64%, ça disparaît très rapidement. Donc ici, il n'y a même pas droit à l'erreur. Donc, on ne va pas payer des PER très élevés pour ce genre de compagnie ici. OK? Donc, il faut faire très attention ici. Donc, ça dit que l'entreprise ici, c'est une entreprise qui devrait racheter ses actions, d'accord, afin de pouvoir nous permettre de pouvoir avoir un prix plus élevé par action ici. Donc, ça va faire monter mécaniquement ici le PER. Donc, c'est une entreprise qui devrait racheter ses actions. Et de toute façon, je vois la variation du prix de l'action ici. On se rend compte qu'on a un rachat d'actions qui est en cours. OK, qualité de dividende, on va y revenir. Je pense ici qu'on a tous les éléments nécessaires pour effectuer l'évaluation de cette compagnie ici. Je rappelle que le service Top Premium ici, vous pouvez demander les analyses quantitatives comme celles qu'on a en train de faire présentement ici. En supplément de ça, je vous présente 2 notes d'analyse par mois. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi une note d'analyse, vous pouvez aller vous inscrire dès
déjà premièrement sur le service de la Top Newsletter. Dans la Top Newsletter, vous recevez ici des analyses sectorielles qui sont gratuites, d'accord? Donc, vous avez les analyses sectorielles dans la Top Newsletter que vous allez voir ici. Donc, ça, c'est la Top Newsletter. Dans la Top Newsletter, vous avez les analyses sectorielles gratuites. Et dans le service Top Premium, vous avez non seulement les analyses sectorielles, d'accord, et également des notes d'analyse dépendamment des analyses sectorielles qu'on va avoir à faire. Dernièrement, on a parlé du secteur des banques et je vous ai dit ici qu'il y avait des données d'analyse disponibles par rapport à certaines entreprises dans ce secteur-là. Évidemment, je présente également ici ce qu'on appelle généralement une analyse fondamentale, mais c'est de l'analyse quantitative parce que je présente les chiffres et l'analyse fondamentale également, c'est la partie qualitative qui fait parler les chiffres. Donc, n'oubliez pas également qu'on présente 2 entreprises par mois, 2 notes d'analyse. Les notes d'analyse, pour ceux qui ne savent pas, allez-y regarder la vidéo sur McDo. La dernière vidéo sur McDo ici, on en a parlé. Par exemple, si je viens ici, je tape McDonald's, voilà, vous allez voir ici que la note sur McDonald's, ici, on s'est basé sur une note d'analyse, d'accord? Donc, c'est-à-dire qu'on a lu les rapports financiers et on a écouté le conference call et on a à peu près donné un autre avis par rapport à ce qu'on a pu lire ici aujourd'hui, d'accord? C'est à peu près ce que vous recevez ici dans ce service-ci. N'oubliez pas également, vous avez l'accès au Discord privé. J'en ai 2. Il y a le Discord ici de la Top Newsletter et il y a le Discord ici du service Top Premium. Donc, d'accord? Donc, ici, c'est également pour soutenir la chaîne parce que je pense pour le travail qui est le travail derrière ici. Voilà, vous comprenez bien que ça ne prend pas 1 heure de temps. Bref, ici, on revient. Alors, en termes d'évaluation, vu qu'on a tous les éléments nécessaires, qu'est-ce qu'on fait? Première chose, 86 milliards 200, c'est le revenu estimé en 2023, d'accord? À la fin de l'année 2023. 1,64% de ce montant-là, ça représente combien? Ça représente ici aux alentours de 1 milliard 413, multiplié par 15 fois les bénéfices, ok? Moins la dette nette. Vous constatez une chose, si j'enlève la dette nette ici, on aura quelque chose de très, très bas. D'accord? Or, la dette nette ici, quand on a regardé, on est même en dessous de, on est en dessous de 10 milliards, on est même en dessous peut-être même de 7 milliards par là. Donc, ce que je vais faire, simple, ok? Je vais prendre le 1 milliard 413 ici, 1 milliard 413, multiplié par 10 fois les bénéfices, d'accord? Ça me donne ici 14 milliards 130, divisé par le nombre d'actions, 737, ce qui me permet de dire qu'en date d'aujourd'hui, l'entreprise est correctement évaluée si on ne prend pas en considération la dette. OK? Correctement évaluée. Donc, je mets ça ici. X 10 égale 19. Bon, je vais mettre 19 euros. Ça va faire simple. OK. Donc, quand je dis correctement évalué, d'accord, il faut prendre une chose. Si l'entreprise vous distribue la totalité des free cash flow en date d'aujourd'hui, vous aurez les net income, vous aurez un rendement, d'accord, aux alentours de combien? On prend ici le 1 milliard 413, c'est 1 milliard 413, divisé par le nombre d'actions, divisé par la capitalisation boursière, qui est de 13 milliards 600, ok, on arrive ici à un rendement de 10%. Donc, si elle vous distribue la totalité des bénéfices nets en dividendes, vous aurez 10% de rendement. D'accord? 10% de rendement. Mais attention, elle a une certaine dette ici aux alentours. Elle a une dette inférieure à moins de 10 milliards ici. Donc, elle peut rembourser cette dette-là en 10 ans. Maintenant, il faut aller regarder, est-ce qu'elle a l'intention de le faire, ce genre de choses. Sa dette n'est pas énorme parce que quand on prend la dette nette sur EBITDA, même par rapport, je dis bien même par rapport au niveau d'endettement actuel, qui n'est pas le 13 milliards 800 ici, qui n'est pas le niveau d'endettement réel de cette compagnie-ci. D'accord? C'est un niveau d'endettement ici que je trouve trop drastique. D'accord? Donc, ici, normalement, si une entreprise se négocie en date de jeu à 2,6 fois les bénéfices en prenant en considération cette dette de 13 milliards là. Or, la dette est même inférieure à 13 milliards par là. Donc, on a peut-être un ratio bien moins élevé que ça. C'est-à-dire que c'est une entreprise qui n'a pas vraiment, qui a une dette assez gérable. Donc, si je l'analyse, si je la prends à 10 fois les bénéfices, c'est une entreprise ici qui peut me verser un dividende ici de 10%. Mais je sais qu'on ne verse pas 10% de ses bénéfices nets ici. Il y a une partie qui sera réservée au rachat d'actions, une partie aux dividendes, une partie au remboursement de la dette, une partie pour les acquisitions. OK? Donc, en termes de rendement ici, je dis bien en termes de rendement dividende ici, c'est un rendement dividende qui est safe. On distribue ici 2,87% alors qu'on a la possibilité d'aller même aux alentours de 10% par là. Donc, ce dividende-là, en termes d'évaluation ici, vous voyez qu'il n'est pas très stable également. Maintenant, allez-y, regardez pourquoi est-ce que le management le coupe ou pas. Mais moi, je pense que c'est une entreprise qui devrait verser un dividende, verser un dividende déjà, pour commencer. Au moins quelque chose d'assez stable dans le temps. Ça ne sert à rien de distribuer $1 aujourd'hui, $2 demain, 30 sous demain matin. Non, on peut donner d'abord un dividende de base, faire un dividende variable ici. Donc, on distribue peut-être 50 sous par action de base.
plus un supplément par rapport au free cash flow qu'on aura à cette période-là. D'accord? Donc, ça dit qu'au moins, vous savez que vous avez 50 centimes ici en termes de dividendes. De toutes les façons, ça donne 2,87% ici aujourd'hui. Donc, c'est le prix actuel. Je ne dirais pas que c'est un mauvais prix, mais voilà, ça dépend. La capacité ici, l'appréciation ici de l'action va dépendre du rachat d'actions. Va dépendre de l'augmentation du dividende, va dépendre également du remboursement de la dette. D'accord? Donc, on ne va pas dire ici que l'entreprise est surévaluée ou correctement évaluée. Il y a une opportunité d'investissement, mais je vous ai donné les éléments nécessaires ici. Et sachez que sur le genre d'entreprise, l'efficience prime. Donc, ça dit que le management doit être on point, 5 étoiles. OK? Donc, ceci n'est que mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper et on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Merci.